merci d'être présent à cette table numérique, cette table ronde numérique puisque il y a plein de gens qui nous écoutent quelque part sur Internet. Donc on va parler de l'accès aux métiers du numérique. Les métiers du numérique, c'est une formidable opportunité car le marché de l'emploi dans ce domaine offre beaucoup de possibilités pour l'inclusion au numérique. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir, parce que malheureusement, il y a des populations qu'on a du mal à joindre et qui ont du mal à venir sur les filières de formation qui sont proposées. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est quels sont les dispositifs qui sont proposés en région. Et donc pour cela, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont là. Je vais les laisser se présenter les uns après les autres, et puis après on va passer aux questions. Annick Sénat, je suis la directrice territoriale de Pôle emploi Haute-Garonne. Valérie Villemur, je suis responsable d'équipe au sein d'un pôle emploi de Toulouse, Toulouse-Jolimont, et nous portons l'expertise informatique numérique au sein de la DT Intramuros. Bonjour, je suis Jean-François Capès, directeur régional de Simplon Occitanie. Je pense qu'on aura l'occasion de parler un peu derrière. Bonjour, je suis Julien Viguier, je suis chargé de mission sur les démarches de gestion prévisionnelle emploi compétences territoire au sein de Toulouse Métropole Emploi, où on travaille du coup sur le numérique depuis 5 ans. Et bonjour, je suis Thierry Pajot, directeur général de Envoi, Insertion et Handicap. Et nous œuvrons sur 2 champs, celle de l'insertion au travers d'une entreprise d'insertion par l'activité économique, et enfin sur le champ de l'handicap avec une entreprise adaptée. Merci. Alors tous les 5, vous êtes en contact avec le marché de l'emploi sur le numérique et avec les entreprises. Ma première question, elle sera simple, c'est sur quelle base vous avez lancé vos actions? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des rapports, des diagnostics qui ont été faits qui vous ont incité quelque part à lancer des actions pour l'accès à l'emploi dans le numérique? Je vais commencer par Pôle emploi. Alors, des chiffres, oui. L'emploi dans le numérique en Occitanie, c'est plus de 10 000 offres l'année dernière. Alors, évidemment, c'était l'année dernière. Hein, donc, en effet, on a une baisse significative des offres, mais on a surtout une situation un peu contrastée, puisqu'on a à la fois une partie du secteur du numérique liée à l'aéronautique qui souffre en ce moment, et puis on a aussi des startups très dynamiques. Et on commence à voir dans notre réseau Pôle emploi que des entreprises qui ne sont pas des entreprises du numérique embauchent des personnes sur des fonctions, sur des métiers liés au numérique. Donc on voit que le numérique prend petit à petit une place dans des entreprises de tout secteur d'activité. Ça peut aller du commerce au service, voilà. Donc ça veut dire que c'est un secteur d'activité qui était très dynamique l'année dernière, qui est un peu plus contrasté avec la crise du fait du lien avec l'aéronautique, mais qui offre toujours des opportunités. Et qui a des particularités, parce que c'est un secteur qui emploie majoritairement en CDI à temps complet, ce qui est pas si courant que ça sur le marché du travail, et qui emploie majoritairement des gens qualifiés. 21% des offres sont des offres cadres. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que c'est un secteur qui n'emploie pas beaucoup de femmes, parce que 78% des compétences sur le marché du travail sont des hommes. Donc ça donne un peu le paysage qui est à la fois prometteur, puisqu'on voit que les métiers du numérique, on va les retrouver dans différents secteurs d'activité maintenant. Et puis ça ouvre des perspectives en termes de public. Et peut-être Valérie, tu veux compléter sur ce que vous voyez vous au quotidien à l'agence de Jolimont en termes d'évolution. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours à l'agence Pôle emploi de Jolimont? Alors, nous sommes 2 agences en Haute-Garonne à apporter l'expertise informatique numérique. Comme je vous le disais, donc je suis sur l'agence de Jolimont, donc plutôt intramuros. L'agence de Labège, justement, a l'expertise numérique sur la partie extra-Toulouse. Jusqu'à présent, nous centralisions 80% des offres, hein, comme l'expliquait Annick. Aujourd'hui, c'est 20% des offres, justement, qui relèvent d'entreprises spécifiques, secteur d'activité informatique numérique.
Donc effectivement, on voit des changements, des évolutions. On va dire que là, c'était déjà un secteur d'activité en pleine évolution, en pleine transformation. La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale au sens large des entreprises. Et on voit le digital qui s'invite un petit peu partout et dans tous les métiers. Et justement, va aller chercher des compétences qui n'étaient pas, on va dire, celles attendues précédemment, classiquement dans les ESN, mais qui va peut-être faire appel à de nouvelles compétences, de nouveaux profils, où justement, il va falloir, Pôle emploi, un acteur, va se positionner pour accompagner ces transitions professionnelles, pour certains en mettant en place des parcours de formation adaptés. Selon, on va dire, le profil des candidats, le parcours sera plus ou moins long, effectivement. Là où tout à l'heure, vous avez assisté à un témoignage d'un candidat qui a été justement retenu sur une action gérée par l'agence, qui n'avait pas le bac et qui aujourd'hui se présente pour un bac plus 3. Donc c'est des parcours qui s'inscrivent dans des temps un petit peu plus longs. On est aussi en lien avec des acteurs autour de la table pour la féminisation aussi des métiers, l'ouverture à plus de diversité. C'est, comme on le disait aussi, le numérique fait appel à tous les talents, et ils sont partout, ces talents, y compris dans les QPV, les ZRR, hommes, femmes. Et il peut y avoir des reconversions et des personnes qui ne sont pas du sérail, on va dire, qui sortent des filières dites classiques, mais qui justement, à aujourd'hui, s'ouvrent à de nouveaux talents. Ok. Donc tous, vous avez engagé des actions. Je continue à poser la même question. Chez Simplon, c'est quoi votre vision du marché de l'emploi dans le numérique? Et qu'est-ce qui vous a amené à créer ces actions? Quel est votre constat? Alors bon, je ne vais pas vous représenter de chiffres, ils ont été largement détaillés depuis ce matin. Mais pour la petite histoire, en fait, Simplon s'est créé sur un constat de fracture numérique et de problématique d'avoir assez de personnes qui se présentent comme, en tout cas, qui répondent aux postes, aux besoins à pourvoir. À l'époque où Simplon a démarré, on était pas loin de 50% de postes non pourvus. Et donc l'idée de Simplon en tant qu'organisme de formation a été justement d'essayer de voir de quelle manière on peut aller chercher des talents, des potentiels pour les former au métier du numérique, pour répondre à ces besoins en tension. Donc ça, c'est vraiment comme ça que s'est créé Simplon. Et en fait, on n'a pas forcément eu besoin d'aller chercher des chiffres pour faire une croissance qui a été extrêmement forte depuis 2013 et qui nous permet aujourd'hui de former pas loin de 8000 personnes au total, depuis notre création, avec 2000 personnes par an. Mais ce qui est intéressant aussi à partager, c'est que quand on est en situation de faire des formations dans des zones plus éloignées des métropoles, périurbaines, rurales, en fait, quand on s'adresse aux entreprises, il y en a qui sont déjà embarqués dans le numérique, mais il y en a beaucoup qui quand on leur dit, par exemple, on fait une formation de développeur, on est à côté de vous, est-ce que vous en avez besoin? Ils nous disent, mais en fait, c'est quoi un développeur? Et je ne dis pas que tout le monde est dans cette situation, mais globalement, pour pouvoir justement faire naître ce besoin en compétences, il y a un accompagnement qu'on a fini par mettre en place et faire avec d'autres partenaires pour pouvoir donner les informations, acculturer les entreprises, notamment celles qui ne sont pas numériques, donc les petites sur les territoires, pour leur faire prendre conscience du fait qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Donc, on forme des personnes qui sont a priori pas prévues, à qui on a toujours dit qu'ils ne pouvaient pas faire du numérique, et ça marche. Et maintenant, on accompagne aussi les entreprises pour qu'elles, justement, dans leur transformation numérique, à commencer par ce travail d'acculturation qui permet justement de faire naître le besoin et au final, de déclarer encore plus de besoins. D'accord, on reviendra de toute façon sur les actions que vous menez. Je pose exactement la même question à la métropole. D'où vient cette volonté de lancer des actions pour l'emploi dans le numérique? Alors l'action sur le numérique pour Toulouse Métropole Emploi, au départ, elle est partie d'une volonté politique forte qui était portée par la métropole et également par la préfecture, de se donner comme objectif de démocratiser l'accès au métier du numérique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un constat initial qui était celui de dire le numérique ne peut pas être uniquement réservé ou uniquement prévu pour des profils d'ingénieurs Bac+5. C'est un vivier
d'emploi. Il y a le secteur, la filière du numérique, il y a aussi l'ensemble de l'activité qui se numérise. Donc là, il y a un levier sur lequel on peut agir et permettre l'accès à un public large d'aller vers les métiers du numérique et vers les formations du numérique. Donc l'envie d'intervenir sur ce secteur, elle était portée par cet objectif de démocratiser l'accès. Ensuite, on s'est appuyé sur une démarche qui a été d'abord de dire on va les questionner, on va aller voir les entreprises, questionner les entreprises sur leurs besoins en compétences. Donc par exemple, à Toulouse Métropole Emploi, on a lancé une étude, une première enquête en 2017 qui s'est adressée, qui a été relayée notamment par Pôle emploi, notamment aussi par le monde économique, par les syndicats d'employeurs. On est allé interroger les besoins en compétences des entreprises et on a interrogé le niveau de qualification attendu par compétence. Et en fait, ce travail-là a permis de sortir deux grilles de compétences et de pouvoir hiérarchiser les besoins par rapport au niveau qui était attendu. Et à partir de ça, on a identifié des métiers particulièrement en tension, qu'on connaît, notamment celui de développeur web, celui de technicien système réseau. Et là, on a vu que les entreprises, face à une demande très forte, étaient prêtes à changer un peu d'optique en disant oui, on est prêt à recruter des personnes avec un niveau de qualification peut-être moins élevé, donc plus forcément des Bac plus 5. Et oui, on est peut-être prêt aussi à monter sur la montée en compétences des salariés, de personnes issues de dispositifs d'insertion. Donc l'action de Toulouse Métropole Emploi, finalement, elle se fait toujours sur deux pendants. D'un côté, un travail en direction des entreprises pour actualiser les besoins en compétences, et on agit aussi auprès des personnes qui accompagnent les futurs candidats à l'entrée des parcours de formation du numérique, en agissant et en acculturant notamment, par exemple, les conseillers en insertion professionnelle du territoire, puisque ce sont eux qui accompagnent les publics, et donc il faut agir aussi sur ces personnes qui peuvent orienter et aussi travailler sur leurs propres facteurs de biais, de pouvoir diffuser l'idée que oui, les métiers du numérique sont accessibles, il faut déceler les aptitudes, il faut accompagner l'entrée en formation. Et donc voilà, il s'agit du coup d'être toujours à l'articulation entre les besoins en compétences des entreprises, l'insertion des publics, la connaissance des parcours de formation qui existent sur le territoire, et ils sont nombreux. Et donc voilà, donc l'action de TME, elle est au carrefour du travail toujours entre entreprises, publics et organismes de formation. D'accord, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais merci. Chez ESS Envoi, c'est quoi le constat? Chez Envoi, le constat, il est sensiblement le même, bien sûr. Nous, on s'est posé la question initialement au regard de ce que l'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'on a une activité sur le hardware où on a une économie circulaire basée sur des PC reconditionnés. Vous en avez certainement vu quelques-uns sur les kiosques à droite et à gauche. Et on s'est dit, y a-t-il un intérêt à aller plus loin? Donc on a questionné notre réseau d'une manière générale. Et puis on est bêtement allé voir les statistiques de Pôle emploi. Et ce qui sortait en premier, c'était l'aide à domicile. On s'est dit, on n'a pas de compétences initiales pour aller vers l'aide à domicile, donc on abandonne. Et le deuxième métier qui arrivait derrière, c'était l'informatique. On a regardé un petit peu en quoi consistait ce métier de l'informatique. Il est composé sensiblement de 50% de Bac plus 5, le Graal que cherchent toutes les ESN, et 50% que je qualifierais d'autres. Voilà. Et nous, on s'est dit, tiens, ce autre, c'est certainement une source pour l'inclusion. Donc on va plutôt aller voir ce autre et voir comment nous, on peut essayer de naviguer dans ce autre. Et puis très rapidement, on a mis en place des métiers. Donc nous, on est plutôt sur du tutorat que de la formation. Donc on a des référents métiers qui vont apprendre le métier au fur et à mesure des gens. Et ce que l'on va rechercher plutôt comme compétence, c'est d'abord l'envie. C'est-à-dire que les gens qui ont les yeux qui pétillent, qui s'animent quand ils vont aller faire de l'informatique, avant de se dire ils connaissent ci, ils connaissent ça, ça ne présente pas un intérêt majeur. Ça, c'est les tuteurs qui vont avoir cet intérêt-là. Et puis, s'ils veulent aller un petit peu plus loin, on va s'appuyer sur des partenaires de formation, des entreprises qui nous prennent nos gens en PMSMP
donc en période de mise en situation professionnelle avec leurs équipes et qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a un circuit vertueux qui, au bout de 18 mois, 2 ans grand maximum, que les gens soient en insertion ou en situation de handicap, réussissent à rebondir dans une entreprise ordinaire, dans un travail du numérique. Ok, merci. Bon, du coup, la question, c'est quels sont les freins que j'ai envie de vous poser. On parle d'un marché de l'emploi où il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. À la mêlée, on organise régulièrement un événement qui s'appelle Jobstick, avec beaucoup d'offres d'emploi. Très souvent, les candidats ne sont pas là. Donc, quels sont les freins? Quel public ne vient pas? Quels sont les publics qui sont laissés de côté quelque part et qui ne suivent pas des formations pour ensuite pouvoir postuler à ces postes? Alors, les principaux freins, quand on interroge les entreprises, vous savez, on fait une enquête de besoin de main-d'œuvre chaque année. Oui. Et les deux principaux freins, c'est un déficit de compétences. Mais ça rejoint ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire que structurellement, au départ, le numérique, c'était beaucoup de Bac plus 5. Maintenant, on est encore à 85% de Bac plus. Donc ça, c'est un premier frein. Donc il faut convaincre à la fois, parce que ça crée des représentations, à la fois dans le public et au niveau des entreprises. Donc il faut convaincre les uns et les autres qu'on peut faire autrement. Et on a eu un exemple concret tout à l'heure de quelqu'un qui n'avait pas le bac et qui aujourd'hui prépare une licence. Donc ça prouve qu'on peut faire autrement. Et puis après, il y a aussi, alors on ne l'imagine pas, mais il y a un déficit d'attractivité. Parce que, par exemple, on l'a dit, c'est un métier très masculin. Alors il y a plein de femmes qui se disent le numérique, c'est pas pour moi. Ou ça a été évoqué ce matin aussi sur une table ronde par Nadia Pelfig. Quand on vient des quartiers, on se dit le numérique, ça m'est pas accessible. C'est pas accessible à mon niveau de formation, c'est pas accessible parce que je vais pas réussir. Donc il y a des freins de représentation pas mal à lever. Ça a été évoqué par Toulouse Métropole tout à l'heure. On voit bien qu'il faut convaincre en fait que le numérique c'est possible et plus largement qu'on imagine. Donc peut-être, je sais pas, Valérie, tu peux illustrer par quelques actions que vous avez menées pour élargir le public. D'autant plus que ça va être la question suivante. Après, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos actions pour atteindre ces publics éloignés? Déjà, justement, il y a des ateliers de sensibilisation aux métiers du numérique qui sont organisés dans chaque agence. Nous avons mis en place un réseau de correspondants, expertise informatique numérique sur l'ensemble du département, qui justement permettent de toucher un public le plus large, qui souvent sont paraphraséaniques, s'autocensurent, ou se disent je suis autodidacte, je suis dans mon coin, dans mon garage, je fais déjà pas mal de choses, mais qui ne pensent pas, qui ne se disent pas pourquoi pas en faire mon métier demain. Donc c'est lever les représentations côté candidat par le biais d'ateliers. On a mis en place des ateliers de sensibilisation au codage pour dire qu'effectivement il y a quand même des possibilités d'accès dans ce qu'on appelait des ateliers coding au sein de l'agence. Il y a les comptoirs du numérique où interviennent des employeurs, des organismes de formation. Justement, ils sont présents dans le hall d'accueil de l'agence et tout un chacun, chaque usager qui rentre dans l'agence peut rencontrer justement un employeur ou un organisme de formation qui va présenter ses actions ou les emplois, les métiers sur lesquels il recrute. Donc il y a quand même toutes ces actions-là qui sont mises en place. Et côté entreprise, c'est l'équipe de conseillers dédiée justement à la relation entreprise qui travaille justement avec eux sur les représentations. Donc ça, je dirais, il y a eu un avant quand même Covid et un après quand même. Donc je pense que sur l'avant, les entreprises étaient quand même sensibilisées du fait du déficit de candidats et de compétences, on va dire prêts à postuler immédiatement, qui cochaient l'ensemble des cases. Souvent, le mouton à 5 pattes, il faut quand même bien le dire, extrêmement qualifié, extrêmement expérimenté, avec des compétences, des maîtrises de technologie bien pointues. Donc on avait réussi à les sensibiliser et à intégrer avec eux la notion de parcours, justement, et de baisser le niveau d'exigence d'entrée sur certains niveaux d'emploi et être sur un temps plus long que sur un temps court de recrutement immédiat, mais être vraiment sur de la gestion prévisionnelle des embauches, puisque il y avait quand même un volume conséquent de recrutement qui l'est encore aujourd'hui. Mais on voit aussi maintenant, post-Covid, la crise sanitaire est passée par là, de nouveaux profils qui apparaissent,
il y a quand même des PSE. On va pas se le cacher aussi quand même sur le département. On en parlait tout à l'heure en lien avec les ESN, principalement qui sont directement ou indirectement impactés par la crise aéronautique. Et donc on voit des profils extrêmement qualifiés, expérimentés, qui viennent un peu concurrencer tous nos candidats, que l'on avait bien coachés, bien accompagnés, et qu'on avait fait monter en compétences justement pour les amener vers ces métiers de l'informatique numérique. Et un système qu'on dirait, nous, d'autorégulation sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a certaines offres qu'on voit moins, puisque le système s'autorégule aussi de lui-même actuellement. Voilà. Donc il y a aussi, même si le chômage partiel est toujours bien présent dans ce secteur d'activité, voilà, certains sont déjà en veille et se mettent en disponibilité sur le marché aussi de l'emploi. Donc c'est un petit peu plus contrasté. Donc, bon, du coup, même question pour Simplon. Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande sur ce marché. Comment vous l'expliquez ? En fait, je pense qu'on parlait des freins. Ce qui a été dit, on ne peut que le confirmer. En fait, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un déficit d'information ou de connaissances même de la part des entreprises pour pouvoir aller plus loin. Comment je fais ? Ça va me coûter cher avec des a priori et des représentations qu'il faut changer. On a aussi, puisqu'il y a des postes ouverts, on voit, comme le dit notre président, qu'on se prive de la moitié de l'humanité en ne favorisant pas l'insertion des femmes dans les métiers du numérique. Donc il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être mises dans ce sens. Et parlant de la diversité, on va aussi retrouver ces a priori et auprès des personnes jeunes, aux personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes réfugiées primo-arrivants, pour lesquelles parmi lesquelles on va trouver des gens qui ont un potentiel phénoménal. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on essaye de travailler de cette manière pour aller chercher les publics, mais on travaille également auprès des entreprises pour justement casser toutes ces représentations et les accompagner dans cette démarche pour qu'en fait ces gens qui ont qu'une envie, c'est d'apprendre et qui peuvent réaliser un certain nombre de choses dans le numérique avec les postes actuellement existants, entourés par tout cet écosystème de personnes, dans des conditions économiquement intéressantes pour les entreprises. Et nous, on fait ça en fait avec, je dirais autour de la table, on a un beau panel représentatif des structures avec lesquelles on travaille, parce qu'on ne fait jamais ça tout seul. On est sur les territoires, quand on va aller sourcer les personnes, on va s'adresser aux prescripteurs dans Pôle emploi. Quand on en cherche des solutions inclusives, on travaille avec tous Métropole emploi et on peut parler du GIEC numérique qui a été créé dans ce sens, avec des emplois partagés. Et on se rapproche également de structures de l'insertion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller apporter cette compétence numérique qui manque et pour laquelle on a en fait une offre assez large qui permet de vraiment répondre aux besoins sur ces métiers. D'accord, donc ce que je retiens, c'est que les freins sont des deux côtés. Ils sont à la fois du côté des publics, qui ne sont pas prêts ou qui pensent que ça n'est pas pour eux, mais également du côté des entreprises. Et il a fallu un changement d'état d'esprit pour les entreprises, pour aller chercher peut-être d'autres profils. Même constat Oui, on partage le même constat et je pense que ce qu'on dit notamment Valérie et Annick, moi j'ai un peu la même expérience, à savoir la difficulté du côté entreprise, je dirais, c'est de travailler avec elles sur ce qu'on peut appeler l'analyse de la demande. C'est-à-dire que forcément, spontanément, quand vous regardez une offre d'emploi, moi ce qui me saute aux yeux, quelle qu'elle soit, c'est qu'en premier lieu va apparaître le niveau de qualification qui est demandé. Donc sur un emploi de développeur, par exemple, l'annonce va commencer par recherche Bac+5. Bon, déjà, si on commençait par diffuser une culture beaucoup plus de l'approche compétence et d'avoir moins ce recours systématique au niveau de qualification sur ne serait-ce que la rédaction de l'offre d'emploi, on pourrait toucher un public plus large qui serait moins effrayé par le sacro-saint diplôme, puisqu'on a la chance sur le territoire d'avoir quand même un bon nombre d'actions de formation certifiantes. Et du coup, si les offres d'emploi étaient peut-être travaillées sur une approche comme ça, où les savoir-faire étaient mis en premier, mis plus en avant que le niveau de qualification, ça permettrait du coup de moins effrayer les candidats potentiels. Je pense que déjà, ça pourrait être une solution. Ensuite, effectivement, les représentations sont aussi
du côté des publics. Et donc là, c'est aussi pour ça qu'à Toulouse Métropole Emploi, on porte une bonne partie de nos actions en direction des publics, en ayant toujours ce souci de l'acculturation et de la montée en compétence des publics, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a sans arrêt besoin d'actualiser qu'est-ce qui se passe sur le territoire, comment on peut s'y prendre, et le travail d'accompagnement, il se fait des deux côtés. Voilà, donc effectivement, après, il y a ce travail toujours de savoir un peu déconstruire aussi la demande pour la rendre la plus lisible, la plus claire possible. Moi, j'ai la difficulté de parler en dernier, donc vous en avez déjà beaucoup dit. Moi, je vais prendre un petit contre-pied par rapport à ce que vous dites, parce que Envoi, c'est une mission d'inclusion, mais le modèle économique d'Envoi fait que l'on est un sous-traitant dans un monde concurrentiel. Et donc moi, mon premier frein pour remplir cette mission, c'est la confiance des clients. Voilà, c'est vraiment mon premier frein, c'est-à-dire qu'on a besoin de clients partenaires qui nous fassent confiance, parce que les services qu'on va leur rendre sont équivalents à ceux d'entreprises, entre guillemets, ordinaires, qui vont employer que des bac plus 5. Et nous, effectivement, on a plutôt du bac moins 2, plutôt que du bac plus 5, mais on est EN 9100, on est ISO 9001, on n'a que des certificats de qualité et de satisfaction client au plus haut. Et donc, il faut que d'autres nous fassent confiance. Plus il y en a qui nous feront confiance, plus on mettra des gens au travail. Et moi, mon premier frein, il est vraiment là. Et c'est d'entendre effectivement les clients partenaires nous dire sans arrêt « Ouais, mais moi, je recherche un bac plus 5. Ouais, mais pour mettre du papier dans une imprimante, tu cherches aussi du bac plus 5 ?» Alors, j'exagère, bien sûr, c'est des caricatures, je le sais bien. Mais très souvent, on voit qu'ils utilisent du bac plus 5 pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Je vais juste vous donner une anecdote. Je suis allé voir un patron d'une grande ESN régionale et je lui ai dit, j'en sors des ESN, donc je savais à peu près de quoi je parlais. Est-ce que tu demandes à tes ingénieurs de faire du test récurrent sur tes logiciels? C'est-à-dire un logiciel, on le teste d'abord, et puis quand on change une fonction, on teste tout le reste pour voir si ça n'a pas cassé le reste. Et je lui dis, est-ce que tu fais ce test sur le reste avec tes ingénieurs? Il m'a dit oui, seulement si je veux qu'il parte de lui-même. Parce qu'ils ne veulent pas le faire. D'accord? Donc je lui dis, moi, fais-moi faire ça. Parce que moi, mes gens, ils vont rester pendant 1 an, 2 ans, ils ne vont pas avoir le temps de s'ennuyer à faire ça. D'accord? Et puis, ils n'ont pas ce bac plus 5. Et là, il m'a dit, non, parce que c'est plus rentable de le faire en Inde. Voilà. Donc, il faut qu'on gagne cette confiance. Il faut qu'on gagne cette confiance de proximité. Et ça, je pense que c'est le plus important. Moi, dans ma bataille, d'accord, c'est pas de trouver des candidats. J'en ai plein qui ont une envie énorme. C'est pas de trouver des gens pour nous accompagner dans la formation. Il y a des gens très bien. Voilà. C'est pas de trouver des tuteurs, parce que des bac plus 5 qui veulent nous accompagner parce qu'ils sont férus de notre mission, on en trouve plein. Voilà, ce que l'on a besoin avant tout, c'est de lever ce frein de la confiance vis-à-vis des partenaires et des clients. D'accord, pas tout à fait le même constat. Donc je note plus un problème peut-être de la pédagogie auprès des entreprises qu'il faudrait. Donc. Bon, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que vous avez lancé comme action? Alors concrètement, l'année dernière, en 2019, on a fait 150 actions d'adaptation. Alors une action d'adaptation, c'est quoi? C'est une entreprise qui a un besoin, des candidats en face, et on forme pour réduire le gap. Donc ça, c'est un des exemples concrets de ce que nous sommes capables de faire au quotidien. Et puis, mais là, je vais peut-être laisser la parole à Valérie sur ce sujet-là. On travaille beaucoup, mais ça a été dit, on a une approche par compétence à la fois au niveau des demandeurs d'emploi et des entreprises. Quand on fait un CV par compétence, eh bien on oublie le diplôme, en effet, pour rentrer sur les compétences de la personne. Et on regarde l'écart en regardant les compétences et plus en regardant le diplôme. D'accord. C'est exactement ça. Ça a été développé depuis 2015 par le biais du traitement de l'offre d'emploi auprès des employeurs. On va dire, quand on prend une offre, définir quels sont les savoir-faire, les savoir-être, les fameux soft skills, qui ont autant d'importance dans les métiers, dans l'emploi.
Et les mesures dont parlait Annick, c'était justement en fonction du gap entre les exigences de l'employeur et les profils des candidats, la possibilité de mobiliser des mesures pour justement réduire cet écart. Et pour certains, et dans un grand nombre de cas, ça a été une poursuite dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, donc l'utilisation des leviers de l'alternance aussi, qui sont une belle voie d'accès au métier du numérique. Donc l'approche compétence tant côté entreprise, mais aussi côté candidat, puisque justement, on essaie de voir par système de matching, c'est un système d'algorithme, l'intelligence artificielle, qui permet, quand en fonction de ce que va saisir le candidat et de ce qui va être noté dans l'offre d'emploi, permettre de faire remonter certains profils qui auparavant ne seraient pas remontés, justement sur le simple intitulé de poste ou de diplôme. Là maintenant, le fait de faire apparaître ces compétences, on est plus visible aussi auprès des recruteurs. Et en termes de résultats, ça donne des chiffres de pourvoi à l'emploi plus importants, vous l'avez constaté? Ça élargit le champ des possibles en tout cas, que ce soit côté candidat, et ça ouvre aussi de nouvelles perspectives aux employeurs qui se disent tiens, je n'aurais peut-être pas pensé à tel profil, il recherche, il a telle expérience, mais c'est vrai qu'il a développé telle compétence dans son activité professionnelle qui sont tout à fait transférables avec ou pas nécessairement une action de formation, et du coup demain occuper un emploi donné. D'accord. Puis peut-être en complément de ces actions qui sont purement de gestion d'écart entre l'offre et la demande, on a aussi bénéficié sur les 2 dernières années d'un plan d'investissement sur les compétences qui était quand même tout à fait exceptionnel, d'investissement du gouvernement et de la région sur le sujet, et qui a largement porté sur le numérique. Ça va continuer puisque dans le plan jeune, il y a de nouveau des mesures sur le numérique, et ça va nous permettre en effet d'avoir aussi des moyens d'action en termes de formation. D'accord, c'est du financement pour la formation, voilà, dédié principalement vers les jeunes. Voilà. Alors là, sur le plan jeune, mais sur le plan d'investissement en compétences, depuis 2 ans, on a des formations qui s'adressent à tout public. Et on bénéficie quand même aujourd'hui d'un outil de formation qui nous permet d'aller un peu plus loin que la simple adaptation aussi. Et puis je crois qu'après, le secret, c'est le partenariat. Voilà, vous avez un petit échantillon. Et on est à la mêlée ici. Ce matin, on était avec Diversité. Je crois qu'il y a un écosystème aussi en Haute-Garonne partenarial qui fait que c'est ensemble aussi que nous arrivons à trouver des solutions. C'est pas chacun tout seul dans son coin. Donc ça, c'est aussi un élément important. Je crois que le lever représentation, travailler au quotidien sur les écarts, on le fait pas tout seul dans son coin. On le fait forcément en partenariat. Chez Simplon, qu'est-ce que vous proposez en termes de parcours de formation, de parcours et de formation? Alors, je vais essayer de résumer ça en quelques minutes, mais globalement, je le disais tout à l'heure, en fait, en tant qu'organisme de formation, on forme et on insère. Ensuite, on a un travail d'accompagnement des entreprises, on en a parlé, et on fait également ce qu'on appelle la promotion du numérique auprès des structures, par exemple dans le milieu de l'ESS, qui pensent qu'elles n'ont pas les moyens de faire ce genre de démarche, et qu'on peut accompagner, y compris avec de l'ingénierie financière, avec de l'argent qui peut être donné pour aider ces entreprises à faire le pas. Et pour revenir à l'élément de formation, en fait, dans un premier temps, dans les premières années, on a fait la démonstration qu'on pouvait donc avoir une approche par compétence dans une méthode qu'on appelle la méthode de formation agile, où on fait une approche par la pratique des personnes. Et nous, dans nos formations, on n'a aucun prérequis de diplôme. Et la grande majorité des formations n'ont pas de prérequis de compétences. Donc on est allé sourcer directement des personnes pour les former au métier de développeur, qui était le métier en tension par excellence. Et puis petit à petit, on a élargi ce nombre de formations pour d'abord aller chercher des personnes dans la diversité, et donc qui pour une raison X ou Y ne peuvent pas directement rentrer en formation parce qu'elles ne maîtrisent pas le français, pour des réfugiés, parce qu'elles pensent que ce n'est pas pour elles, qu'on a déjà dit tout à l'heure, ou parce que justement les femmes, les métiers techniques ne sont pas forcément les métiers de prédilection. Donc là, on a défini un ensemble de ce qu'on appelle des SAS, qui sont en fait des
périodes de quelques semaines pendant lesquelles on va travailler à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, lever les représentations, donner l'information, un premier niveau de compétences pour pouvoir ensuite se prononcer en disant maintenant je sais que je peux, je sais que j'ai le choix et je choisis. Et donc ça, on a pu le déployer. Alors vous l'avez dit, il y a le PIC, il y a des actions menées par Pôle emploi. Et ils étaient là ce matin, mais la région a fortement investi dans la formation numérique. Ils forment plus de 2000 personnes. Enfin, globalement, il y a un financement pour ça. Donc, on a pu le faire de façon large. Et donc, du coup, on amène dans des personnes qui peuvent avoir une petite préparation avant de se prononcer pour entrer en formation, se former, obtenir un diplôme, parce que la majorité des formations sont malgré tout diplômantes, parce que ça aide aussi à casser la représentation, mais on s'arrête à des diplômes niveau Bac+2, Bac+3. On est toujours en train d'essayer de réduire ce gap entre les attentes des entreprises, Bac+5, avec expérience, pour répondre en disant, tenez, même dans le domaine de la data et l'intelligence artificielle, vous pouvez recruter quelqu'un qui a maintenant un titre professionnel équivalent Bac+3, qui est développeur de l'IA. Et cette personne, elle représente la majorité des besoins pour aider l'entreprise à accompagner le développement de l'IA avec des chercheurs, avec des ingénieurs, etc., mais qui, eux, font un autre travail. Par exemple, le data analyst, c'est le travail de l'ingénieur aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on fait, donc avec un volet formation métier, approche où on va chercher les personnes dans la diversité là où ils sont, donc sur les territoires, et ensuite spécialisation pour pouvoir aller plus loin, parce que ceux qui sont formés, des fois, ils disent tiens, puisque j'ai fait ça, maintenant j'aimerais bien continuer. Et ça, évidemment, ça se fait avec un ensemble d'acteurs qui sont engagés. Donc on a parlé de Pôle emploi, de la région, les collectivités sur les territoires. Dès qu'on a cette dynamique qui se met en place, notre action de formation est facilitée, le placement, la création de l'emploi et le travail derrière aussi. À la métropole, quelles actions concrètes du coup vous avez lancées ? Alors, ce qui est important déjà, effectivement, comme l'a dit Annick, c'est de bien se rendre compte que sur ce territoire, les solutions, on les co-construit tous ensemble. Et c'est vrai que les actions que l'on porte à Toulouse Métropole Emploi, on les porte sûrement pas seuls, on les porte avec Pôle emploi, on les porte avec Simplon, on les porte avec une quinzaine de structures avec lesquelles on construit des solutions pour démocratiser l'accès au métier du numérique. Toulouse Métropole Emploi, ces dernières années, a notamment permis la création de 2 outils. Le premier, c'est le numérique prend ses quartiers, qui est un événement annuel et parfois qui se passe 2 fois par an. C'est un événement qui se passe à chaque fois sur un quartier populaire de la ville de Toulouse ou d'une autre commune de la métropole. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de permettre au public de venir tester, expérimenter les savoir-faire des métiers du numérique. Donc on met le public en situation d'apprentissage et de pouvoir commencer à découvrir les métiers en faisant. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un premier niveau d'acculturation par rapport à des métiers pour ensuite faire le choix d'aller peut-être plus loin en allant vers un parcours de formation qui sont notamment souvent proposés, financés dans le cadre du programme régional de la formation de la région Occitanie. L'idée, c'est de donner envie au public jeune. Exactement. L'objectif premier, c'est déjà d'être présent avec ces métiers, ces formations sur les quartiers populaires, voilà, d'être dans ce souci de démocratiser, de donner envie, de faire découvrir et puis de pouvoir effectivement créer des déclics pour aller plus loin. Donc cet événement-là, on le porte avec une galaxie de partenaires, dont les organismes de formation qui sont toujours présents, dont Pôle emploi, dans la région, dont les services emploi des communes de la métropole. Ensuite, Toulouse Métropole Emploi est à l'initiative de la création d'un groupement d'employeurs insertion qualification sur les métiers du numérique, qui est le premier GEC du numérique au niveau national et qui est en train de faire des petits sur d'autres territoires de la région. Et là, ce sont aujourd'hui 7 entreprises qui se sont réunies pour dire « nous souhaitons proposer des parcours de formation via l'alternance ». L'intérêt du contrat d'alternance, c'est que c'est une solution qui permet déjà, avec ce système d'alternance entre l'entreprise et l'organisme de formation, déjà
par nature, ce dispositif permet de réduire l'écart entre le monde de l'entreprise et, je dirais, l'organisme de formation. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, qui appartiennent à ce groupement d'employeurs, propose des parcours de formation. Ce GEC a ouvert ses portes en fin d'année 2019 avec 2 premiers parcours, un parcours de développeur web et un second parcours de chargé d'études réseau télécom, et depuis des prochains parcours qui sont en cours de construction. Voilà, donc ça, concrètement, ce sont 2 actions qui permettent de participer à toujours démocratiser l'accès aux métiers et aux formations du numérique sur le territoire. D'accord, bon. Au moment de la conclusion, je vous demanderai de donner un lien et une ressource. Éventuellement, vous ferez un appel aux entreprises pour contribuer à ce groupement. On en reparlera. Thierry ? Moi, je vais être plus rapide, puisque notre mission, notre objectif, c'est pas la formation. Donc, nous, les gens, ils vont se former en faisant. Je fais, donc j'apprends. Donc, le but, c'est le tutorat. On a une population qui était la plupart du temps en échec scolaire. Donc, nous, on se refuse, en les réintégrant, en les réinsérant dans le monde du travail, à reprendre une méthode que je qualifierais de scolaire. Donc on va leur donner les outils, on va faire en interne de la médiation numérique. Tout le monde chez nous a une adresse mail professionnelle et on va leur apprendre à s'en servir. Voilà, et ils vont apprendre en faisant. Et c'est vrai qu'on a quelques sorties qu'on qualifie dans notre jargon de positives, qui sont des sorties positives vers une formation de plus longue durée, parce que les gens en faisant, ils ont pris goût à l'objet, et puis ils se disent, moi finalement je me démerde bien. Et pourquoi je ne serais pas qualifié, d'accord, au lieu d'être seulement un petit manœuvre de l'informatique. Et donc, ils veulent aller plus loin et ils vont vers des formations qualifiantes. Donc, on est plutôt une passerelle vers le monde du travail, une passerelle vers le monde de la formation également. Donc, nous, rien de structuré ou de structurant en termes de formation, c'est vraiment de l'accompagnement. Et les gens apprennent en faisant. Et il y en a qui nous étonnent, parce qu'ils apprennent très vite. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce point. Il y a également la méthode de recrutement par simulation, nous ne l'avons pas citée, mais que nous mobilisons également dans le cadre de l'accès aux formations et à l'emploi au métier du numérique. C'est une méthode qui est uniquement basée sur les habiletés professionnelles, peu importe votre parcours, votre expérience. C'est vraiment par le biais d'exercices qui fonctionnent par analogie. Vous allez démontrer que vous avez les capacités à demain vous former peut-être dans les secteurs de l'informatique numérique ou accéder à un emploi. Voilà, donc je voulais quand même rajouter qu'il y a quand même une méthode qui a un levier aussi d'inclusion pour ouvrir justement le champ des possibles et ouvrir la voie de la diversité. Alors, une méthode ou un outil? Parce que là, ça rejoint la dernière question que j'avais envie de vous poser, parce qu'on est au salon du numérique, on parle de l'inclusion, on parle de numérique. Ma dernière question, elle portait justement sur les outils. Est-ce que vous, le numérique, vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Quels sont les outils qui, je ne sais pas, qui permettent d'augmenter votre productivité ou votre efficacité dans les actions que vous menez? Et j'ai l'impression que cet outil dont vous venez de parler, c'est typiquement un outil numérique. Alors, il n'est pas que numérique. Non, il peut être très concret, parce qu'on peut aussi... il y a des exercices qui sont numériques et d'autres qui sont très concrets, où on manipule, où ça dépend des métiers. Donc, ça peut être numérique ou pas, la méthode de recrutement par simulation. Par contre, Pôle emploi a fait le pari du digital. On a des outils en ligne pour nos demandeurs d'emploi, avec l'Emploi Store. Et l'Emploi Store, on l'a construit à la fois en partenariat, puisque vous allez retrouver des outils développés numériques de recherche d'emploi et d'accompagnement du projet ou la création d'entreprise, développés par des partenaires, mais aussi développés par nos conseillers. Parce qu'on a une particularité, c'est qu'à Pôle emploi, on a des intrapreneurs. Donc, c'est des conseillers qui ont de bonnes idées. Et qui sont en capacité de développer de nouveaux outils. Alors après, on les met en relation avec des développeurs qui vont développer leurs idées. Par exemple, la bonne formation, la bonne boîte, la bonne alternance, c'est des idées de conseillers du terrain qui ont été développées. Donc, on a développé cette créativité-là en interne. L'agence de Jolimont présente ici a été une des premières agences où chaque conseiller a un portable. À la fin de l'année, toutes nos agences seront équipées, chaque conseiller aura un ordinateur portable. Ça, c'est aussi une accélération due à la crise, puisqu'on avait 42% d'équipement au moment du confinement. On est monté à 80% pendant le confinement, et à la fin de l'année,
nous aurons tous à notre disposition un portable. Tous les conseillers Pôle emploi seront à la maison? Non, parce qu'on a quand même aussi besoin d'accompagner les publics les plus en difficulté. Puis il y a des choses où il y a besoin du contact humain. Et on a encore des agences bien pleines au quotidien où on accueille nos demandeurs d'emploi. Mais c'est vrai que les systèmes mixtes se développent. Aujourd'hui, nos conseillers font des entretiens par visioconférence avec du partage d'écran, des solutions technologiques agiles qui permettent d'avoir des entretiens de qualité. Et en interne, on a développé aussi la e-formation on en faisait déjà un petit peu avant, mais pendant la période de Covid, depuis le confinement, on a développé la e-formation et on a même une e-université qui vient d'être lancée la semaine dernière. Donc on développe le numérique à la fois pour nos demandeurs d'emploi et aussi pour nos conseillers en interne. Chez Simplon, c'est quoi les outils numériques que vous utilisez pour... Alors déjà, au sein de nos formations, en fait, l'ensemble de nos apprenants sont équipés d'un ordinateur portable dont ils peuvent disposer tout au long de la formation, y compris quand ils sont en dehors du périmètre de la formation en présentiel. Ce sont des ordinateurs reconditionnés. Donc on travaille aussi à un équilibre de ce côté-là, et on a notamment une démarche aussi sur tout ce qui touche la responsabilité la RSE, le Green IT ou l'IT for Green. On utilise évidemment des outils, notamment une plateforme qui s'appelle Simple Online, qui est une plateforme qui nous permet de déployer, alors je me suis trompé dans le mot tout à l'heure, on a la pédagogie active, et donc d'être un élément sur lequel on peut s'appuyer pour montrer, aider les formateurs à déployer la pédagogie active et montrer qu'elle est effective. Donc c'est un outil pour nous indispensable. Un outil développé en interne? Un outil développé en interne. En interne, chez Simplon, on est dans une démarche, maintenant on est une ETI, donc on a besoin de se structurer aussi avec des ERP dignes de ce nom, et des outils comme toute entreprise peut utiliser, qui sont très efficaces. Et voilà. Après, il y avait une question aussi derrière ça, c'est qu'on utilise pour le développeur des outils du monde libre. On utilise aussi, dans certains cas, des outils qui sont fournis par nos partenaires, ou pour lesquels on a besoin d'avoir un usage. Par exemple, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin des outils de l'intelligence artificielle, des plateformes qui permettent de faire ça. Donc là, on fait en sorte que la formation puisse bénéficier de l'ensemble de ces infrastructures. Et par contre, nous, on a fait le choix depuis le début, et pour l'instant, on n'y renonce pas, c'est de ne pas faire du tout formation à distance, parce que nos publics ne s'y prêtent pas. On a besoin d'avoir un temps de présentiel important dans nos formations, même si à la lumière de l'expérience du confinement, on a pu passer en une journée l'ensemble de nos formations à distance avec les outils qu'on utilise. Donc pour l'échange, des outils comme Discord par exemple, Simple Online, l'accès donc permettant d'être au contact de nos apprenants pour faire de la formation à distance, mais en étant physiquement présent, pour pouvoir accompagner les apprenants où qu'ils soient. Donc on a quelques initiatives autour de ce qu'on appelle les formations hybrides. On fait quelques formations hybrides, mais on n'a pas vocation à déployer largement ça. Donc là, on essaye aussi d'alerter l'écosystème au niveau de la formation pour que ça ne soit pas que du tout formation à distance, parce que ça nous exclut forcément une partie des publics qu'on a l'habitude de former. Et donc, c'est pas une bonne idée. Je comprends. À la métropole, vous avez quels outils vous utilisez? Qu'est-ce que le numérique vous apporte dans vos actions pour mener à bien les missions que vous êtes fixées? Alors je crois que comme tout le monde, le Covid nous a obligés à nous mettre aux outils collaboratifs, tous ensemble. On a tous fait l'expérience de ça dans nos entreprises respectives. Donc là concrètement, à Toulouse Métropole Emploi, on travaille avec des outils bien connus et ça nous sert essentiellement là, sur le travail justement d'organisation des événements, puisqu'à chaque fois on doit réunir autour de la table une quinzaine de structures, donc on réunit les gens ces derniers temps massivement en virtuel, un peu trop à mon goût, vivement qu'on puisse en faire moins, parce qu'aussi
on se rend compte que le numérique aussi nous fait prendre conscience aussi de l'importance d'être là, assis autour d'une table en chair et en os, et d'être dans un juste équilibre, je dirais, du rapport au numérique. Donc ces outils, oui, on s'en est emparé, et je crois que finalement, en tout cas à Toulouse Métropole Emploi, comme dans beaucoup de structures, on s'y est mis un peu aussi parce que c'était devenu une nécessité. Et donc là, l'expérience qu'on a vécue, nous, dans notre structure, nous a servi aussi pour penser là, une future action qu'on va développer sur le début d'année 2021. C'est celle de se dire la diffusion, la démocratisation là aussi du télétravail appelle des savoir-faire et des compétences pour les salariés, pour les collaborateurs, et du coup qui en interne prend en charge l'organisation du télétravail. Qu'est-ce que ça vient impacter dans nos propres compétences, dans nos propres emplois, et est-ce que cette nouvelle organisation du travail va demain développer des emplois de ce que nous on nomme référent numérique. Je mets des guillemets parce que c'est un terme derrière lequel on met pas mal de choses assez différentes. Mais en tout cas, ce qui nous a intéressé aussi à Toulouse Métropole Emploi, c'est de se dire cette nouvelle organisation de travailler qui nous impacte tous, dans quelle mesure elle va générer la création d'emplois sur le territoire. Donc c'est aussi un projet qu'on porte là avec l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, avec l'ARACT. C'est une question aussi qu'on aborde avec RINOC. Voilà, donc là aussi, on est sur un enjeu qui touche l'ensemble des acteurs du numérique sur le territoire. Okay. Il y a des outils numériques chez ESS qui vous aident? Je vais essayer de me contenter de vous en expliquer 3, mais je pourrais en avoir beaucoup plus. 3, juste pour donner 3 exemples. Le premier sur l'inclusion, je l'ai dit, chaque collaborateur en arrivant chez nous a une adresse mail. Donc on fait le nécessaire naturellement pour qu'il s'en serve de cette adresse mail. Donc il n'y a pas de papier, tout est dématérialisé, il y a un centre de ressources informatiques et chaque collaborateur va aller chercher l'ensemble des informations nécessaires pour l'entreprise directement sur ce centre de ressources informatisé. Donc au début, bien sûr, c'est un peu dur, hein, mais très rapidement ils s'y mettent parce que dans une entreprise ordinaire, ils vont peut-être trouver ce genre d'environnement. Et donc il est important pour nous de les y habituer, simplement avec nos premiers outils. Donc d'abord un outil à inclusion, un deuxième outil qui est un outil de production. J'ai dit qu'on faisait du reconditionnement de PC. Essayez de cacher l'image de la petite recyclerie que vous avez dans votre quartier. Nous avons un stock de 3000 m² avec 20 000 PC sur les étagères. Et sur les 10 ans passés, on n'en a pas perdu un. Et chaque PC donc, est suivi par son numéro d'identité, donc une identité propre, et tout son cycle de vie dans l'entreprise est suivi au jour le jour par ce numéro d'identité. Donc on sait s'il est en état, s'il est rentré, s'il est sorti, s'il est réparé, s'il est réparable, s'il part au D3E, etc. Donc vraiment un outil de base de données qui a été développé en interne par les équipes, et au point qu'on a un client qui nous a demandé l'accès à cet outil pour pouvoir suivre ses propres PC. Donc c'est un outil de production. Et puis enfin le dernier outil, un outil d'innovation, puisqu'on a gagné il y a 3 ans maintenant, je crois, un prix à la mêlée numérique autour d'un chariot connecté. Donc essayez pas d'imaginer un IoT, c'est plus simple que ça. Mais un chariot connecté pour les objets déconnectés. Donc le but était tout simplement d'aller chercher des D3E, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques, au plus près des utilisateurs. Donc on a mis un caddie, un chariot, dans les bureaux. Et quand le chariot est plein, tout simplement les gens le flashent. Il y a un QR code unique. Les gens le flashent. Et j'ai des équipes qui vont aller chercher ce chariot pour vous débarrasser de ces déchets dangereux, d'une part, mais qui peuvent revêtir une relative valeur en termes de reconditionnement. Je m'arrête là, sinon je t'en trouve plein d'autres. Oui, j'imagine, il y en a d'autres encore. Mais merci beaucoup. L'horloge tourne, il nous reste 5 minutes, je pense. J'ai envie de vous demander à chacun, je sais pas, en une phrase ou deux, un lien, une ressource ou un rendez-vous pour
pour obtenir plus d'informations sur vos actions. Donc un lien, un site web, un rendez-vous, peut-être un événement dans les prochains jours, histoire de donner à l'audience les moyens de poursuivre le débat. Alors un événement, on en a un qui a été lancé juste avant, c'est le déclic numérique. Ok. Et sinon, on peut le redire. Pour retrouver des événements plus réguliers, parce qu'on parle régulièrement du numérique, vous avez sur pôle emploi.fr un espace événement, un espace régional événement qui vous permet de retrouver notre actualité. Et puis les réseaux sociaux au sens large, hein. On a une page Facebook, on a de nombreux conseillers dans nos équipes qui tweetent, les managers et les conseillers, mais souvent aussi les conseillers sur les actions qu'ils mènent, LinkedIn, enfin voilà, classiquement les réseaux sociaux. Et là, on ne parle pas que de l'Occitanie, mais on parle de tout Pôle emploi en général, ou c'est juste... Alors, on a une page Facebook de la direction territoriale Haute-Garonne, mais après, il y a aussi une page Facebook régionale. Il y a je regarde Laurent, c'est notre responsable com qui est là, qui est assise au premier rang. Donc, vous allez retrouver sur Facebook différentes pages, mais on en a une spécifique Haute-Garonne. Et puis après, sur les réseaux sociaux, on a une bonne communauté de tweetos, et puis on est pas mal présent sur LinkedIn aussi, donc... c'est assez facile. Et puis après, moi j'allais dire, si vous êtes demandeur d'emploi, en général, vous avez un conseiller ou une conseillère compétent ou compétente qui peut tout à fait, vous lui envoyer un petit mail et il ou elle vous répond avec toutes les informations qui vont bien. Donc c'est pas très compliqué de nous retrouver. D'accord, merci beaucoup. Simplon, un lien, un rendez-vous, une rentrée prochaine d'une promo, c'est... Oui. Tout à fait. Donc un lien, le générique simplon.co, à partir duquel vous trouverez, en faisant une recherche géographique, tout ce qui se passe en Occitanie, donc occitanie.simplon.co, page Facebook simplon.occitanie. Et avec ces éléments, on communique sur nos prochaines actions, nos événements, ateliers, informations collectives, ou toute autre activité, y compris pour les entreprises. Donc, on utilise également LinkedIn, donc Simplon ou Simplon Occitanie. Ensuite, en termes d'annonces, on a aujourd'hui, à cause du Covid, décalé beaucoup d'actions de formation. Donc, on en a une dizaine qui vont démarrer sur le territoire Occitanie, dont 4 ou 5 autour de Toulouse, Haute-Garonne, donc sur le métier de développeur web. Et ça, c'est novembre, décembre ? Les candidatures sont ouvertes dès maintenant pour la plupart de ces formations, qui démarreront au plus tard début décembre pour la dernière d'entre elles. Okay. Et donc on trouve les informations sur le site. Mais donc développeur web, technicien support système réseau, et également une formation en partenariat avec Microsoft qui s'appelle l'école de l'IA, qui demande des prérequis de connaissances, de compétences, pas de diplôme, et d'autres formations aussi qui viendront avec de l'alternance et d'autres SAS aussi de préqualification par exemple qui viendront. Voilà, donc c'est maintenant en fait, donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Et on a aussi organisé des informations collectives avec les prescripteurs et en particulier avec Pôle emploi. Ok, merci. À la métropole, un lien, un rendez-vous, un lieu peut-être ? Alors, un lien sur emploi-tme.org. Vous pouvez télécharger un guide du numérique qu'on a actualisé l'an passé, sur lequel il y a pas mal d'informations, notamment sur tout ce qui est ressources en ligne. Je pense au retour d'expérience, des témoignages qu'il y a eu tout à l'heure pour Déclic, où on a vu l'importance aussi de l'accès des ressources en ligne pour pouvoir s'auto-former. Toulouse Métropole Emploi, on avait fait un travail d'inventaire et un guide qui est disponible sur notre site internet. Un rendez-vous, c'est le 3 décembre pour le numérique prend ses quartiers qui aura lieu cette année aux espaces numériques Rennery. Et ensuite, je vous invite à aller sur le site du groupement d'employeurs Insertion Qualification NOOC, N-O-O-C, donc le site internet du GEC des métiers du numérique, sur lequel vous trouvez des informations sur les entreprises adhérentes et les parcours de formation proposés. Ok, merci. Eh ben, moi, ça sera également notre site internet. Site internet qui est en cours de révision. Donc là, on vient d'être livré d'une nouvelle release. Ce site internet a été développé par une SIAE, donc des gens en insertion.
Ça démontre la qualité du travail qui peut être fait en insertion. Donc c'est une entreprise de l'Ariège, Digitani, que je félicite. Et on attend une deuxième release sur ce site où on pourra, grâce à eux, faire du e-commerce directement sur ce site. Donc je vous encourage à aller sur ce site, donc envoi-toulouse.org. Et puis un rendez-vous, je donne rendez-vous à tous les partenaires potentiels, tous les clients potentiels. S'ils veulent lever les freins de la confiance, nous serons sur le salon Services, au même titre que d'autres entreprises de services, pour essayer de convaincre que l'on peut faire de belles choses avec des gens en situation de handicap et des gens en insertion. Merci beaucoup Thierry, merci à tous pour votre participation. Merci. Merci.